Je vais parler donc un petit peu de la spondylarthropathie qui est moi, je dirais, mon affection où je fais de la recherche clinique, mais pour lequel évidemment on voit beaucoup de patients en Europe qui ont de la spondylarthrite ankylosante, et je suis issu d'un pays où il y a un groupe à Gand qui est très performant sur l'évaluation et le traitement de la spondylarthrite ankylosante. Alors vous savez tous que c'est une maladie évidemment complexe, difficile et très invalidante, que ça peut mener évidemment à une dégradation, je dirais, très progressive, et ceci évidemment est un cas historique qu'on n'en espère plus voir d'un malade qui a une maladie évidemment extrêmement progressive en 30 ou 40 ans. Et donc l'ankylose rachidienne a évidemment des conséquences importantes, et ceci est le relevé d'un malade en termes, je dirais, malades jeunes, donc des malades qui sont souvent jeunes au début des symptômes et qui vont avoir évidemment des déficits fonctionnels rapidement progressifs et qui sont évidemment, comme vous le savez, irréversibles. Et donc la qualité de vie de ces malades qui ont des flexions-extensions, des rotations cervicales extrêmement limitées au niveau du rachis dorsal et lombaire, c'est évidemment des douleurs au quotidien et d'un indice fonctionnel de qualité de vie qui est très mauvais. Alors le problème, c'est que beaucoup de patients ne consultent pas le rhumatologue parce que c'est une maladie invisible, comme vous savez, et que on savait aussi que on ne sait pas faire grand-chose pour ces malades, hormis un petit peu d'anti-inflammatoire et un peu de rééducation. Et donc ceci, c'est une enquête qui a été faite il y a une quinzaine d'années, qui démontrait que chez des malades qui ne consultaient pas, il y en avait 80% qui étaient douloureux chroniques, 90% qui avaient une raideur permanente, et 58% de ces patients utilisaient des anti-inflammatoires. Donc c'est des patients qui ne consultaient pas, mais ils avaient malgré tout une maladie active et qu'on aurait pu évidemment essayer d'améliorer. Alors le mythe, c'est qu'on ne peut rien faire pour les patients qui souffrent de spondylarthrite ankylosante. C'est parfois encore ce que les généralistes disent, et le fait, c'est que maintenant on a quand même la possibilité, par des diagnostics précoces et des prises en charge, d'aider les malades par des thérapeutiques tout à fait classiques, et on abordera évidemment également la thérapeutique biologique. Et donc l'histoire naturelle est évidemment une histoire très longue et progressive, avec évidemment, heureusement, je dirais, des formes qui sont très différentes, puisqu'il y a des formes qui vont pas trop évoluer, des formes qui seront d'emblée très agressives. Donc aussi, comme dans la polyarthrite débutante, pour la spondylarthrite débutante, il faut aussi voir les facteurs pronostiques et aussi, évidemment, bien suivre les malades qui auront des évolutions inquiétantes et irréversibles. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une mortalité accrue, et donc la mortalité est liée à des différents phénomènes, des phénomènes que nous induisons, puisque nous donnons des anti-inflammatoires à ces malades, à bonne dose et de manière très régulière et chronique. Et donc n'oubliez pas que les décès par complications gastro-intestinales, ça existe évidemment avec les anti-inflammatoires. Les accidents, ça peut se voir évidemment, et notamment au niveau du rachis cervical, il y a déjà des cas de mort spontanée qui ont été rapportés. Sachez aussi que le suicide est 2 fois plus élevé que dans la population générale. Donc avoir une spondylarthrite à un âge jeune chez un homme, ça induit parfois des dépressions sévères, et donc on a rapporté des taux de suicide dans des populations. Enfin, un dernier point qui est un point pour lequel on doit aussi être très vigilant, c'est la comorbidité. On sait que les maladies cardiovasculaires sont fréquentes parmi nos malades, pour des raisons évidemment d'inflammation chronique. Vous savez que le CRP est mauvais pour nos vaisseaux parce que ça induit de la théromatose précoce. Mais il y a un autre facteur qui est très important, c'est l'immobilisation. Donc le fait de ne pas faire d'activité physique augmente évidemment le risque de maladies cardiovasculaires. Et la vie, c'est quand même bouger et faire du sport, donc on doit essayer de trouver des solutions pour nos malades. Sachez aussi que certains malades vont avoir des manifestations extra-articulaires, qu'il faut les rechercher, que c'est au niveau des yeux, au niveau de la peau, au niveau gastro-intestinal, notamment au niveau du tube digestif, que ça se rencontre. Pas très fréquemment dans la spondylarthrite ankylosante, puisque souvent la peau, c'est dans des cas familiaux, les yeux, c'est plus fréquent, et pour les intestins, c'est pas plus de 10% des malades. Sachez que l'ostéoporose est fréquente aussi, que les malades non traités ou avec beaucoup d'inflammation peuvent développer de l'amyloïdose, et que des complications cardiopulmonaires sont également décrites dans la spondylarthrite ankylosante. Le premier problème reste évidemment également le diagnostic. Et le diagnostic d'une maladie invisible est toujours difficile, et donc on a aussi opté pour des critères de classification, et ces critères de classification ont beaucoup changé ces dernières années. On utilisait les critères de New York, et ces critères étaient assez intéressants parce que ils démontraient évidemment la maladie par la présence d'une sacroïlite bilatérale ou unilatérale de grade défini selon le pincement et les érosions. Et ce critère devait être présent, plus un des autres critères qui étaient des lombalgies inflammatoires, une limitation de mobilité de la colonne lombaire ou une ampliation thoracique diminuée. Donc des critères qui avaient évidemment leur sensibilité, leur spécificité, souvent absents en début de maladie, donc pas idéal en termes de diagnostic.
Alors c'est pour ça que l'association qui s'occupe de la spondylarthrite s'est réunie pour définir des nouveaux critères pour les spondylarthrites axiales, et ces critères sont un peu plus sensibles et plus spécifiques et retiennent la sacroïlite radiologique plus un critère de spondylarthrite, ou l'HLA-B27 plus deux autres critères de spondylarthrite, et parmi les critères, vous avez évidemment toute une série de critères qui sont les rachialgies inflammatoires, les arthrites, les anthésites, les uvéites, les dactylites, le psoriasis, la maladie de Crohn, la bonne réponse anti-inflammatoire, les antécédents familiaux, la CRP élevée, la HLA-B27. Donc c'est plus sensible, c'est aussi assez spécifique, mais il faut évidemment rester en tout cas très vigilant et retenir que cette étude a été faite chez des patients qui avaient un point commun, c'est tous des rachialgies inflammatoires avant l'âge de 45 ans. Alors on a aussi vécu une amélioration très nette dans la mesure et l'évaluation de nos malades. Donc ça veut dire qu'avant la spondylarthrite, on mesurait avec notre mètre ruban et puis on disait aux malades ça n'évolue pas et on savait que ça n'allait jamais évoluer. Maintenant on a quand même des questionnaires et des évaluations qui sont un peu plus performantes et plus sensibles à la réponse thérapeutique. Et il y a les scores ACR, il y a les indices fonctionnels BASDA et BASFI, indice radiologique BASRI, fonctionnel BASMI, qualité de vie générale SF36, HAQ et l'ASAS qui est un peu l'équivalent de l'ACR pour la spondylarthrite ankylosante. Donc on est beaucoup mieux également en métrologie. On est aussi beaucoup mieux évidemment en radiologie parce que la résonance c'est un outil très utile dans la spondylarthrite ankylosante parce que ça va vous montrer les lésions, c'est déjà intéressant de voir les lésions, mais ça va montrer une deuxième chose qui est non négligeable, c'est l'activité inflammatoire. Donc ça, le rehaussement de signal au niveau de la vertèbre, au niveau de la sacroiliaque, c'est important. Et on sait que dans la réponse thérapeutique, ça peut aussi avoir un impact, on va en parler. Malheureusement, la résonance, c'est imparfait pour évidemment expliquer toute la maladie parce que ça n'est pas corrélé avec les indices d'activité clinique. Donc il n'y a pas de corrélation IRM, BASDA, BASFI, CRP ou durée de la maladie. Et il n'y a pas de corrélation aussi avec l'intensité des douleurs ou le nombre et la sévérité des lésions IRM. Donc on n'a pas, je dirais, un indice parfait. C'est associé avec l'HLA-B27, ça on s'en doutait puisque c'est évidemment un facteur de risque de la spondylarthrite. Et on sait que quand on est à HLA-B27, on a plus de chance ou de malchance surtout d'avoir une IRM positive à 1 an. Alors les traitements, ça a été peu de traitements et peu de découvertes ces 50 dernières années parce qu'on avait uniquement les anti-inflammatoires, puis on a eu un peu la sulfasalazine qui a montré une efficacité relative dans la spondylarthrite ankylosante, et vous savez que ça marche dans les arthrites périphériques, et que le méthotrexate, par exemple, ça marche pas pour la spondylarthrite ankylosante, ça marche pour les arthrites périphériques, mais pas pour l'ankylose rachidienne. Et depuis 10 ans, vous savez que les anti-TNF ont aussi apporté leur pierre à l'édifice puisque c'est des traitements qui fonctionnent. Donc retenez que l'anti-inflammatoire, c'est souvent des non-cortisoniques, que la cortisone est souvent contre-indiquée parce qu'au niveau du rachis, ça peut avoir des effets secondaires, que les traitements de fond, salazopérine dans les formes axiales peu évolutives, oui, mais le méthotrexate uniquement dans les arthrites périphériques. Les anti-TNF, on en parlera. Et n'oubliez pas qu'il y a des traitements complémentaires qui sont donnés du calcium, la vitamine D et des biphosphonates parce que la spondylarthrite ankylosante peut facilement s'accompagner d'ostéopénie, voire d'ostéoporose. Dia essentiel, c'est qu'il faut faire bouger nos malades. Donc il ne faut pas faire que donner des médicaments, il faut faire de la rééducation. Et donc la rééducation, c'est très intéressant. Donc il faut travailler avec des kinésithérapeutes pour faire des mouvements d'assouplissement, des mouvements de réentraînement musculaire, des exercices respiratoires et aussi du maintien correct, donc des efforts de maintien qui sont indispensables. Alors le TNF est aussi impliqué dans la pathogénie de la polyarthrite, de la spondylarthrite. On l'a découvert en tout cas au niveau des biopsies faites au niveau des sacroïlites. Et donc les taux de TNF sont augmentés également dans le sérum et exprimés dans le tissu synovial. Et donc on a au niveau de cette réaction inflammatoire qui n'est pas une réaction auto-immune dans la spondylarthrite ankylosante, des cellules comme les monoacrophages qui synthétisent beaucoup de TNF et qui sont responsables de la destruction articulaire. Donc, justifier l'indication, on est aussi exactement dans la même diapositive que pour la polyarthrite. C'est évidemment s'assurer une chose essentielle, c'est que la spondylarthrite ankylosante est toujours inflammatoire. Vous n'aurez pas un bon effet des anti-TNF si vous n'avez pas démontré que votre malade souffre d'une maladie active inflammatoire. Deux paramètres intéressants, c'est l'augmentation du CRP. Autre paramètre inflammatoire, c'est la durée de la raideur inflammatoire matinale. Autre paramètre intéressant, c'est notamment le signal à la résonance magnétique qui vous montre donc une activité inflammatoire au niveau de la colonne. Il faut que la maladie soit résistante de minimum 2 anti-inflammatoires. Donc il ne faut pas évidemment donner ça trop rapidement. Et il faut également faire de la rééducation fonctionnelle. Il faut démontrer que le malade a une atteinte radiologique.
Actuellement, dans des études, on parle évidemment parfois de spondylarthrite ankylosante précoce sans atteinte radiologique. Il faut évidemment laisser ça aux experts et ne pas traiter ça par des thérapeutiques compliquées. Éliminer une contre-indication, spéculer sur une efficacité théorique, c'est exactement la même démarche que dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors retenez que les anti-TNF ont été spectaculairement efficaces dans les études ouvertes, beaucoup d'études ouvertes avec l'infliximab, et 100% des malades répondaient. Donc les malades répondent beaucoup mieux, les spondylarthrites ankylosantes répondent beaucoup mieux aux anti-TNF que les polyarthrites rhumatoïdes, et ça a été confirmé par mon ami et collègue Philippe Van den Bosch en étude contrôlée avec l'infliximab et par Jürgen Braun en Allemagne, où là, versus le placebo, vous aviez une réponse tout à fait évidente. Ça a été aussi démontré comme efficace avec l'étanercept, où l'étanercept donnait à la même dose que dans la polyarthrite rhumatoïde, donnait en tout cas des améliorations très nettes dans les études contrôlées versus placebo chez les patients souffrant de spondylarthrite ankylosante. Deux exemples, vous voyez qu'au niveau de l'évaluation du score de Basdai, il n'y a pas photo. Vous voyez que les malades qui reçoivent du placebo, quasiment rien. Les malades qui reçoivent de l'Ambrelle, 2 fois 25 mg ou 50 mg sous-cutané, vous voyez que l'amélioration du Basdai est spectaculaire. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, de plus constant par rapport à la polyarthrite rhumatoïde. C'est souvent, dans le premier mois, on voit une amélioration très nette des symptômes de nos patients, si ces patients ont été bien sélectionnés. Donc si ces patients avaient évidemment une maladie fort active et fort inflammatoire. Pour la ZAS50, avec l'ifliximab, vous voyez, n'a pas également photo, vous voyez qu'après 2 semaines, la différence est très significative. Donc vous avez amélioré de manière, parfois, comme disent certains de mes malades, de manière assez miraculeuse leur qualité de vie. Alors, on a aussi, je dirais, un intérêt évidemment pour l'évolution structurale, et je pense que si on traite une maladie qui est ankylose, on doit s'intéresser à ce qui se passe au niveau des articulations, des os, et donc des anthèses, des anthésites et des ponts osseux. Et donc vous voyez que chez des malades qui avaient des spondylarthrites traités par étanercept, qui ont eu des résonances à des temps relativement précoces, mais variables, mais fixées, je dirais, dans l'administration du médicament, on a fait des scores inflammatoires au niveau de la résonance, et vous voyez qu'il y a une nette amélioration, je dirais, des lésions inflammatoires quand on donne un anti-TNF. Donc on voit rapidement une disparition des signaux inflammatoires au niveau de la colonne. Donc on a un effet, je dirais, sur ce signal inflammatoire. Et donc on est dans une situation où on est même, je dirais, dans une position où on doit être plus préventif dans la spondylarthrite ankylosante que dans la polyarthrite rhumatoïde du fait de l'âge, de l'incidence de la maladie. Ces malades vont développer les premiers symptômes parfois à 18, 20, 25 ans. Donc il faut vraiment essayer, je dirais, de contrôler la maladie pour faire en sorte qu'au niveau de l'évolution long cours, il n'y ait pas d'handicap fonctionnel. Et c'est vrai pour l'APR, mais vous savez que le pic d'incidence de l'APR est un peu plus tardif que la spondylarthrite ankylosante. Mais bémol, c'est que au niveau de la prise en charge précoce, on reste quand même devant une inconnue, c'est que même si on donne des anti-TNF, on n'est pas sûr qu'on a un impact sur la formation osseuse, on n'est pas sûr qu'on a un impact sur l'amélioration, je dirais, des lésions articulaires et sur ce qu'on appelle le squaring vertébral. Donc ça veut dire que l'effet structural n'est à ce jour pas encore démontré et qu'on a deux phénomènes dans la spondylarthrite ankylosante, un phénomène d'inflammation, mais un phénomène aussi d'ankylose. Et donc ces deux phénomènes sont couplés évidemment, mais ne sont pas évidemment, je dirais, améliorés par la même thérapeutique. Il y a une dissociation entre réaction inflammatoire et réaction de reconstruction osseuse. Donc il y a encore évidemment du travail. Ceci est une dia que je vous ai montré, la checklist qu'il faut faire évidemment par rapport à la spondylarthrite pour finir par deux données spécifiques dans des registres, dans des études où on a utilisé l'étanercept. Vous voyez qu'aussi dans la spondylarthrite ankylosante, le taux d'infection est tout à fait acceptable puisqu'il y a très peu de patients qui ont eu des infections par rapport au groupe placebo et donc des infections qui ont été observées, pas de manière importante, mais des études qui sont relativement courtes chez des malades sélectionnés. Vous savez évidemment qu'il faut avoir la même surveillance que dans la spondylarthrite ankylosante. C'est également le cas sur une étude de 5 ans. Vous voyez que les taux, je dirais, observés par patient et par année sont évidemment tout à fait acceptables pour une population de malades jeunes. Enfin, l'ostéoporose est aussi à prendre en charge puisqu'elle peut se voir jusqu'à 20% des malades souffrant de spondylarthrite ankylosante. Il y a eu des études avec des antirésorbols et biphosphonates sur l'activité de la maladie et l'évolution des symptômes. Ça n'a pas été très concluant, mais c'est un traitement complémentaire que l'on peut donner chez certains malades sélectionnés. Et donc je terminerai en disant que la spondylarthrite ankylosante, ça fait partie aussi de notre expertise de rhumatologue, qu'il faut la reconnaître. Il faut bien l'évaluer, il ne faut pas non plus la minimaliser dès qu'on voit les premiers symptômes parce que ça va pas avoir des conséquences évidemment importantes.
Traitement de première ligne, c'est évidemment la prise en charge par anti-inflammatoire et rééducation fonctionnelle. Les traitements de fond peuvent être discutés dans certaines formes peu évolutives ou avec atteinte périphérique. Et enfin, les anti-TNF, c'est évidemment une découverte essentielle dans l'arsenal thérapeutique de la spondylarthrite ankylosante, mais à la condition que le malade soit réfractaire, à la condition que le malade soit aussi avec une maladie active. Et dans ce cadre-là, plus tôt on donnera, je dirais, ces médicaments à ces malades, meilleure sera, à mon avis, leur qualité de vie au long cours. Je vous remercie pour votre attention.